Bonsoir. Il y en a certains qui me connaissent, donc je suis Maurice Tinchamp et je suis responsable au sein d'une association qui s'appelle DLP15, qui est une association d'enfer, que je vous conseille de venir nous rejoindre. Et notre présidente est Zelda, qui est présente. Et on fait plein de choses, on distribue des livres. Zelda a beaucoup de travail. Elle assiste à toutes les réunions de quartier, c'est effrayant. Elle n'a plus de vie. Donc, venez nous rejoindre et venez nous aider parce que tout ça nous prend beaucoup de temps. Donc, nous sommes heureux depuis pas mal de temps maintenant de venir projeter nos films au patronage laïque, Gilles Vallès, grâce à Stéphane Gaulier qui est là. Merci Stéphane. Et après les films de Christian Rouault, j'ai eu l'idée d'inviter mon ami ici présent, Thierry Michel, qui est comme, si vous voulez, moi j'ai été producteur et distributeur. J'ai distribué, je crois que c'est quand même 4 de ses films, 3 films sur l'Afrique et un autre sur l'Iran. Il avait bien envie que je continue à m'occuper de ses films, mais malheureusement, j'ai pris ma retraite. Mais il est là près de moi, il est toujours à me demander quelques conseils pour son affiche. Voilà, je le suis avec beaucoup d'attention, parce que j'ai toujours adoré travailler avec lui, parce que chaque film que l'on a sorti, c'est toujours une aventure. Alors en plus, une aventure en Afrique, donc c'est encore mieux. Oui. Oui, mais merci en tout cas à Maurice et à Zelda d'avoir fait ce grand travail depuis maintenant presque un an, parce qu'on s'est rencontrés il y a un an, pour initier des cycles cinéma, avec l'idée évidemment d'intervenir sur des thèmes d'actualité, ou en tout cas des thèmes de société. Donc c'est là toute la vocation du patronage laïque. Donc je pense qu'on a un cycle en effet qui va s'achever au mois de juin, le cycle qui donc présentera le dernier film qu'on présente, c'est Congo Rêveur. Et je pense que l'année prochaine, il y en aura bien d'autres, n'est-ce pas, Maurice? Voilà, en tout cas, nous, on continuera l'aventure sans problème. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne projection. Je sais que après, vous pourrez intervenir, vous pourrez poser les questions. Vous avez la chance d'avoir le réalisateur, distributeur, enfin tout le monde est là, il manque presque les acteurs, mais voilà. Et vous pourrez, vous pourrez échanger. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, il y a un mois, nous avons présenté Katanga Business. Et la prochaine fois, c'est donc un voyage sur le fleuve Congo. Thierry, tu présentes le film de ce soir? Un mot, tout d'abord remercier mon ami Maurice, que j'ai tellement de bonheur à retrouver et qui est irremplaçable, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on souffre depuis que tu nous as quittés? La retraite, c'est bien, mais pas trop tôt. Hein. Bon. Non, c'était de l'humour. Bien, alors ce soir, vous allez voir, donc, comme j'ai compris, vous avez vu un film sur l'économie, la mondialisation au cœur de l'Afrique à la dernière séance. Ce soir, c'est sur le pouvoir, sur la politique, et la prochaine fois, ce sera sur la géographie, l'environnement d'un fleuve majestueux qui est le plus grand fleuve d'Afrique et le deuxième du monde par son débit après l'Amazone. Alors, ce soir, je voudrais d'abord dire que la politique, comme l'art de la guerre ou le jeu d'échecs, autorise toutes les ruses et toutes les stratégies. C'est ce qu'on va voir ce soir. Et qu'en plus, pour conquérir le pouvoir et surtout le garder, le conserver, il faut avoir la ruse du renard et la force du lion. Alors ce n'est pas moi qui ai inventé cette maxime, c'est Machiavel. Machiavel qui était le maître à penser du général Mobutu Sese Seko Kukuwendu Wazabanga. Et donc, Mobutu, tirant bien les leçons de l'histoire, s'est dit je dois avoir un animal fétiche, que vous allez évidemment voir dans le film, et il a pris le léopard. Alors pourquoi le léopard? Le léopard a la ruse du renard et a la force du lion. D'ailleurs, le léopard attaque toujours ses proies de l'arbre et si possible dans le dos. Voilà, donc c'est l'histoire d'un de ces grands dictateurs, d'un de ces grands dinosaures africains qui ont fait les 30 ans de l'histoire postcoloniale en Afrique, avec ses partis uniques et ce pouvoir omnipotent.
Alors je ne vais pas être plus long, je vais juste vous dire une autre maxime de saint Augustin. De toutes les passions humaines, l'ivresse du pouvoir est la passion la plus enivrante. Et Mobutu en a extrêmement abusé. Alors vous me direz à la fin, après, si vous avez vu une fiction ou un documentaire, c'est toujours intéressant de voir comment le réel, parfois, rejoint la fiction. Voilà. Merci à vous. Bonne séance, en tout cas. Je voudrais vraiment de très grands applaudissements pour Thierry Michel, qui s'est déplacé spécialement de Belgique pour débattre avec vous après la projection. Merci. Bon, Thierry, c'est un grand homme de théâtre, ce monsieur. Alors, écoutez, allez-y. Oui, c'est un acteur, un très grand acteur de l'histoire. Mais il est plus qu'un acteur. La force de Mobutu, c'est qu'il est surtout un metteur en scène. Et autant il joue bien son rôle, autant il sait bien faire jouer son rôle au peuple. C'est quand même un des rares dictateurs qui a réussi à envoûter son peuple en le faisant chanter, danser. Et finalement, trouver une fierté dans cette image royale. Pourquoi est-ce que le film s'appelle Mobutu, roi du Zaïre? Il n'a jamais été roi. Mais il a défendu une image comme ça, le père de la nation, l'unificateur, le garant de cette fierté retrouvée après les indépendances. Mais un grand manipulateur, hein, c'est un machiavélien retors, arrivé à envoyer Lumumba à la mort pour après en faire un héros national. Quel génie! Non, c'est un génie. Mais comme tout génie, à un moment donné, il y a la face. La malédiction se retourne comme un boomerang. C'est ce que les Congolais ont cru. Hein. Donc, quand ils ont vu son premier fils mourir, son deuxième, ils ont dit ça va. Il paye cher pour rester au pouvoir. Il sacrifie ses enfants, mais ça, c'est dans la pensée magique. Mais ça ne va pas suffire. Bon, je tenais à vous remercier parce que c'est vraiment super. Mais en même temps, moi, je me dis, est-ce que vous avez eu facilement accès aux archives? Est-ce que c'est... Et en même temps, je me dis quand même, ce personnage, s'il est arrivé à ça, à ce pouvoir-là, c'est quand même, il a été aidé par l'Occident. Oui, tout à fait. Donc, les archives, c'est un long travail. J'ai passé 1 an rien que sur les archives. Donc, j'étais partout, on peut imaginer. J'ai fait le tour du monde. J'ai passé 5 semaines aux États-Unis à déchiffrer les bibliothèques publiques, CNN, les grandes agences de presse de l'époque, les archives des Nations Unies, les archives gouvernementales américaines. J'étais au Congo, passé des semaines à déchiffrer les archives. Là, j'ai eu la chance que Mobutu a quitté le pouvoir, donc j'ai pu avoir accès aux archives au Congo. Les archives en Belgique, les archives en France, les archives en Angleterre, les archives en Allemagne, les archives en Suisse. Donc c'est vraiment un travail un puzzle. J'ai pris des pièces partout. J'ai visionné 930 heures. J'en ai sauvegardé, donc copié 135 pour arriver à faire un film qui en fait 3 heures, mais vous avez vu la version courte, mais on n'a pas voulu vous infliger la version longue. Voilà, qui fait 2h15. Voilà, donc du point de vue des archives, est-ce que j'ai eu difficile? C'est des questions, il faut arriver à les payer, donc il faut trouver les budgets pour le faire, il faut l'endurance, il faut bien connaître. Souvent, les cinéastes ont recours à des documentalistes qui font le travail, mais là, je voulais vraiment, connaissant les personnages, il fallait que je puisse dire, tiens, là, à l'arrière-plan, c'est Mobutu qui est dans telle assemblée, etc. Donc, je dois le faire absolument moi-même. Donc, je n'ai pas eu recours à des documentalistes. Alors, les témoins, c'est la même chose. J'avais des témoins qui étaient d'accord au départ et d'autres qui refusaient. Quand Mobutu a perdu le pouvoir, les langues se sont déliées. Par exemple, le ministre de l'Information, je pense pour se blanchir, a craché dans la soupe, hein, si on peut le dire. Voilà, donc là, il y avait les cercles de ceux qui ont accepté, ceux qui n'ont pas accepté. Donc j'ai vu beaucoup de gens aussi qui m'ont parlé off record. Je prends le chef de la sûreté belge en 60, il m'a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas voulu dire à la caméra. Par contre, à l'usure, j'ai quand même eu le patron de la CIA, un grand monsieur, il est décédé. C'était le chef de toute la guerre au Laos-Cambodge à l'époque de la guerre là-bas. C'était l'opérationnel. Ce monsieur, il connaît tout, hein, mais il est mort avec ses secrets. Mais quand même, là, il a lâché à la fatigue. Hein. C'est une journée d'interview et la fatigue est dedans. Il a senti que je connaissais beaucoup
Et donc, quelque part, il a tiré le parapluie. Il a dit oui, en effet, mais j'avais reçu des ordres. De qui voilà, il s'est un peu dévoilé. Il ne faut pas non plus dire qu'il est seulement le produit de l'Occident. Bien sûr qu'il est le produit de l'Occident. Ils l'ont choisi avant l'indépendance. Ils l'ont fait monter au pouvoir contre Lumumba. Ils l'ont actionné. Et puis, quelque part, ils n'ont jamais pensé qu'en 1967, il allait nationaliser la Société Générale. Donc, tout d'un coup, il s'est dit, mais c'est un renégat. On le met au pouvoir et puis c'est lui qui nous trahit. Donc, voilà, il y a eu un jeu subtil parce qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que je dis que c'est un génie, il a su jouer des divisions. Il a joué, même en Belgique, il jouait des divisions entre les francophones et les néerlandophones. Il connaissait trop bien. Donc il peut monter les uns contre les autres. Donc voilà, il a toujours joué sa partie d'échecs de manière assez habile. Il a été voir Mao au moment où il fallait aller le voir. Voilà, il a su soigner ses... Mais quand même, il a perdu la partie. À un moment donné, voilà, il avait son peuple contre lui, mais avoir son peuple contre soi, c'est pas un problème. On peut rester au pouvoir avec le peuple contre soi. Je crois malheureusement que on ne fait pas tomber un pouvoir aussi facilement que ça, même s'il y a eu la Révolution française, mais c'est qu'il y avait des forces qui le permettaient aussi. Voilà, et à la fin, il a été évidemment lâché. La chute du mur de Berlin lui a été fatale. Il a toujours joué la carte de « je suis le rempart contre le communisme », et là, le mur est tombé, et c'était fini. Est-ce que les deux malédictions du Zaïre ne sont pas, peut-être que dans la version longue, elles sont davantage présentes. La première, pour moi, c'est son immense richesse. Bien sûr. C'est sûrement un des pays les plus riches d'Afrique. Et donc, ça n'est peut-être pas... Ça s'est dit à un moment donné, l'or, les pierres précieuses, mais pas seulement. Bon, peut-être que dans la longue version, ça y est. Et l'autre malédiction, ça a été, et ça me gêne de le dire parce que vous êtes belge. Oh non, ça fait pas de gêne du tout. Je n'ai rien à voir avec cette période. La stupeur que j'ai eue quand je suis allée à Bruxelles, c'est de voir la beauté du musée africain et de voir qu'il était si beau parce que le roi Léopold avait effectivement traité ce morceau d'Afrique comme son territoire personnel, c'était son territoire, mais avec des méthodes que Mobutu n'a fait qu'imiter quelque part. Bien sûr. C'est inscrit dans une tradition. Absolument. Le bâton, et le culte du chef. Le et donc il n'avait pas l'Occident. Enfin, je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à l'Occident tout le temps, mais il n'avait pas d'autre modèle que le modèle du roi Léopold. Et de la colonisation belge. Parce que le mot d'ordre de la colonisation belge, c'était... Le mot d'ordre de la colonisation belge, écoutez ça, parce que c'est intéressant. Et je ne crois pas qu'on a l'exemple dans la colonisation française. Dominer pour servir. C'est pas mal quand même. C'était le mot d'ordre de la colonisation belge. Il faut dominer pour servir. Donc il y avait cette idée... Non, mais c'est... Non, mais je veux dire la différence. C'est une colonisation qui est... Oui, mais j'explique. Non, il y a des différences. La colonisation belge commence par un territoire privé d'un roi, ce qui n'est pas le cas en France, qui est obligé, après des campagnes contre lui, de rétrocéder ce territoire à la Belgique et qui prend en main la colonisation, les grandes sociétés, évidemment, mais ça c'est l'économie, mais pour le reste, c'est l'Église, c'est les missionnaires. C'est une colonisation missionnaire extrêmement paternaliste. Et qui va enraciner une culture du paternalisme que Mobutu va exploiter à outrance, mais qui lui est donnée. Alors, cette culture existait déjà parce qu'il y a le culte du chef qui était quand même déjà une réalité ancestrale. Mais alors là, ça a pris des dimensions terribles. Mais là, je confirme, il y a une différence. La guerre d'Algérie, l'Algérie, ce n'est pas le Congo. Et on venait d'en parler ce midi, maintenant ce soir, en mangeant pendant que vous regardiez le film. Moi, j'ai toujours dit, les Congolais n'ont pas dû faire leur guerre d'indépendance, et c'est dommage. C'est terrible à dire, mais le fait de faire une guerre d'indépendance forme une génération, forme des élites politiques, endurcit un peuple. Et là, le paternalisme a fait qu'on s'est dit, que les Belges se sont dit, de manière assez machiavélique, comme il n'y a pas d'élite, on donne l'indépendance, c'est-à-dire on donne un costume, une voiture, des primes, des privilèges, des monsieur excellences, etc. Et on garde le pouvoir. Et ça va se passer, il n'y a pas besoin de... On leur donne.
Voilà, on leur donne, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas mûrs, donc partie gagnée pour nous. On garde l'économie et on garde en sous-main le pouvoir, et on essaie de garder le pouvoir militaire aussi. Bon, ça a foiré, heureusement. Mais voilà, c'est donc une indépendance qui est très, très spécifique. Ce n'est pas Sékou Touré, ils ne sont pas face à Sékou Touré, ils ne sont pas face au peuple algérien qui est prêt à en découdre, quitte à ce que ça leur coûte 500 000 morts. Voilà. Et donc, ce peuple n'a pas pu mûrir, n'a pas conquis son indépendance. Et je pense que ça se ressent encore aujourd'hui, malheureusement. C'est un point de vue personnel. Bonsoir. Je pense Mobutu, il avait copié. Il avait copié ce qu'il avait vu, le Belge. L'image qu'il voulait donner pour montrer qu'il était là. C'est eux qui l'ont mis. Il voulait copier l'homme blanc. Et moi, je me rappelle le souvenir quand il avait fait discours, grand discours qu'il avait prononcé, retour à l'authenticité. Il y avait plein de monde là et tout le monde était content, retour à l'authenticité. Les noms qu'on avait européennes, on mettait maintenant les noms d'authenticité, des origines, des sources d'où on venait de chaque région. Et il avait rassemblé aussi. Il y avait des régions, on parlait lingala. À l'époque, on ne parlait pas lingala. Il y avait des régions, on parlait que d'autres langues. Et c'était divisé. Et là, l'image des rassemblements. Mais à la fin, lui-même, il avait dit aussi, je partirai, vous allez me faire éloigner, vous allez changer la voiture. Il y aura ces mêmes voitures, mais vous allez changer le chauffeur. Pour vous dire que toujours, la malédiction, comme la dame elle disait, ça va continuer parce que la richesse de la Absolument, terre. oui, il faut voilà. en revenir là-dessus, évidemment. Voilà. Qui était le thème Tout ce qui brille, ça fait mal. Alors, je ne sais pas, ceux qui ont vu le film précédent, Katanga Business, il y en a qui l'ont vu dans la salle? Quelques-uns. Voilà, là, on voit bien toute la question de ce partage des richesses, comment voilà, les prédateurs du monde entier viennent au Congo pour essayer, qui viennent d'ailleurs de Chine, du Canada, d'Australie ou d'Afrique du Sud, peu importe. Mais voilà, c'est une terre immensément riche par son sous-sol, par toutes les matières premières, par son agriculture, par ses bois, par son énergie, par son fleuve. Voilà, ce pays a tout. Et c'est vrai que, contrairement à d'autres petits pays africains qui n'ont pas ces richesses, ça a créé son malheur depuis le début. Voilà, la prédation est une donnée importante de la mondialisation. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre film, mais ce qui est frappant, c'est que toutes les dictatures ont les mêmes schémas pour tromper le peuple. Et on se dit, mais pourquoi ça marche à chaque fois, hein? C'est vraiment étonnant. Je veux dire, j'en ai discuté avec mon épouse, on a vu des prémices de quelque chose ailleurs qui apparaissaient très clairement dans ce film. Donc ces dictatures ont toujours le même schéma. Et la deuxième question, c'est, j'ai regardé votre filmographie, depuis la première grande grève belge jusqu'à maintenant. J'aimerais un peu que vous fassiez le panorama de votre vision de professionnel sur l'évolution des différentes sociétés, de la mondialisation, puisque vous avez parcouru... Il faudra un séminaire, peut-être, non? Non, mais au moins un bref instant. Merci. Ouh là là, c'est une question que je ne pourrais pas répondre ce soir, parce que là, ça peut nous mener c'est vrai, de la révolution industrielle en Wallonie, puisqu'on va partir de l'endroit où je suis né, jusque les grands courants de la mondialisation qui sont dans Katanga Business, je pense, de manière assez claire. Mais voilà, le monde a bien changé, et c'est pas fini. Voilà. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites sur les dictatures. Oui, mais ça se décline parce que j'ai fait plusieurs films sur les dictatures. Donc, j'ai fait en Russie sur la dictature idéologique soviétique. J'ai fait en Iran sur la dictature religieuse et j'ai fait ici sur la dictature africaine. Alors, il y a évidemment des paramètres qui sont les mêmes et en même temps, chacun a sa spécificité. Je trouve quand même qu'ici, parce qu'il y a des dictatures qui n'ont pas d'adhésion quand même. Au Chili, je ne pense pas qu'il y ait une grande adhésion. Il y a eu la terreur et ça s'est arrêté là. On n'a pas vu autour de Pinochet des femmes danser de manière lascive. On n'a pas vu cet enjouement populaire, etc.
En Russie, je n'ai pas constaté ça non plus. En Iran, pas vraiment. Oui, il y a des grandes cérémonies religieuses de pleurs et de martyrs et autres, mais je pense qu'il y a quand même des... Mais c'est vrai qu'il y a un fond commun, et là, je pense que quand on parle de Machiavel, on a le mode d'emploi. Comment prendre le pouvoir, comment conserver le pouvoir, la séduction, la corruption, la répression, l'achat des consciences, la rotation de pouvoir, tous les subterfuges et toutes les ruses sont évidemment... Il y a un mode d'emploi de cela. Hein, comment résister, comment persister, comment diviser ses amis. Diviser ses ennemis, c'est assez facile, mais comment diviser ses amis, évidemment. Hein, parce qu'un dictateur, c'est un homme seul, finalement. D'ailleurs, on le sent à un moment donné. Je pense qu'il y a un moment donné qui est très clair, c'est la lettre à son fils. Quand il écrit cette lettre à son fils, il n'y a pas longtemps qu'il a pris le pouvoir. Il a encore 20 ans devant lui. Mais déjà, il dit « nos amis sont nos ennemis ». Il prévient son fils « nos amis sont nos ennemis ». Donc, se méfier de tout le monde, à tout moment et partout. Le film m'a touché. Le film m'a touché parce que et puis j'arrive pas toujours à comprendre le ressort de ce type de dictature, en fait. Voilà. Intellectuellement, théoriquement, oui, mais quand je vois les foules s'extasier comme ça autour d'une personne, enfin, c'est toujours quelque part de... Je sais pas, j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal. Surtout que j'ai l'impression que l'histoire se répète. Moi, j'avais travaillé il y a quelques années sur le cas de la Guinée, Sékou Touré. C'était quasiment la même chose. On se demande qu'est-ce que les gens ont à s'agglutiner comme ça autour d'un leader qui, au fond, n'est qu'une coquille vide. Hein. On s'en rend compte quand il tombe, hein, comme récemment avec Blaise Compaoré. Alors, bon, ça c'est une... je pense que je n'aurai pas une réponse qui pourra me satisfaire ce soir là-dessus. Je crois que c'est justement pas le Sénégal. Le Sénégal est un peu différent. Oui. On peut dire qu'aujourd'hui en Afrique, le Sénégal a réussi à faire 2 transitions politiques, en cassant un peu quelques œufs, mais pas trop. Oui, alors derrière, elle me dit il n'y a pas de diamant au Sénégal. Certes, c'est vrai, mais... J'ai entendu... Non, mais au-delà de tout ça, je crois il y a des cacahuètes. Il y a des cacahuètes. Mais il y a beaucoup de parlotte au Sénégal. Je pense que ça fait une grosse différence aussi. Les gens parlent beaucoup. Les gens. J'ai eu une amie rwandaise qui me disait, quand elle est venue au Sénégal, enfin, peut-être une digression, elle était étonnée quand les gens s'accrochaient dans la rue. Ça pouvait, comme si, enfin, deux véhicules qui s'accrochent. Au départ, elle croit que ça va aller en crescendo. Pourtant, non. On finit par se sortir des blagues sur une ethnie, sur l'autre. Enfin bon, je crois que les gens sont un peu plus sur la souplesse dans les relations humaines au Sénégal. Il me semble. Hein, je ne connais pas beaucoup les autres pays africains. Moi, je connais bien le Tchad aussi. C'est pas la même chose. Voilà. Alors, l'autre question que je voulais poser... Les Tchadiens ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent fort. Hein, ils sont rapides à la gâchette. Bon, quel est... Je ne sais pas, je ne connais pas... C'est pour ça qu'on les envoie devant Serval ou maintenant contre Boko Haram. Hein. C'est ça aussi, c'est une culture politique qui a été mise en place et encouragée par les régimes. Hein, bon. Ma question, c'était, oui, par rapport à... Alors, ce qui se passe actuellement en RDC, justement, est-ce qu'il y a une continuité, selon vous, entre Mobutu, Kabila père, Kabila fils? Alors, ce qui se passe, c'est terrible. Quand même. Parce que j'ai l'impression... Parce que les Congolais en viennent à regretter Mobutu. Que les mêmes ressorts sont là. Et ça, c'est affolant, quand même. C'est invraisemblable. Alors, peut-être que vous êtes Congolais, peut-être que vous avez une autre opinion. J'ai l'impression que les mêmes ressorts sont là, en fait. Ça... Ah, si on a une Congolaise, c'est intéressant. Vous savez, les Congolais, quand ils parlent du président actuel, ils disent le petit. Hein. On n'a jamais dit le petit en parlant de Mobutu. Hein. Ça, je peux vous dire. Donc oui, on est plus des personnes issues de la diaspora, donc on a aussi une vision qui est peut-être pas celle qui est celle de nos parents ou des personnes qui vivent sur place actuellement. Les gens voient quand même une différence. D'ailleurs, je voulais, si vous permettez, revenir sur cette histoire de propagande et d'adhésion au peuple par rapport au fait qu'il y ait cette culture du souverain tout-puissant. Qu'il y avait. Voilà. Non, mais je parle par rapport au film. Je voulais quand même mettre un bémol, parce que quand on voit les gens chanter, danser, la plupart du temps, ce sont des gens qu'on paie pour venir chanter et danser. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont une adhésion philosophique aux propos du dirigeant. D'autant plus que la communauté congolaise, donc issue
de toutes les parts du pays d'ailleurs, est fortement représenté à l'étranger, dû au fait que les gens qui subissaient donc cette politique, ces pressions pendant des décennies, ont immigré, voilà, sont partis, sont exilés. Beaucoup de réfugiés politiques dans le monde entier, comme dans des pays en dehors de la Belgique, ou la Belgique vous connaissez bien, bon voilà, en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Énormément de personnes qui ont fui le pays parce qu'ils n'adhéraient pas justement à ce type de politique et ce type de fonctionnement. Donc c'est quand même un bémol à apporter. Les gens n'étaient pas forcément, comme on dit par rapport au Chili, non. Vous le voyez à la fin, Mobutu qui donne beaucoup de liasses de billets aux gens de son ethnie, de sa tribu, des gens de l'Équateur. C'est pour ça que ces gens le soutenaient, parce qu'il les arrosait assez régulièrement. Et effectivement, le Congo arrive à un tel niveau finalement de nécessité, le Congolais, que oui, un billet est un billet, et que absolument. Oui, on ira chanter, danser. Oui. Comment corrompre le peuple, oui. Tout simplement. Oui. Et pour finir, donc, par rapport à la situation actuelle, donc, les gens arrivent quand même à faire la différence, parce que, contrairement peut-être à l'époque, il y a si je peux dire ça comme ça, une liberté d'expression qui est autre. Les opposants peuvent s'exprimer. Alors, c'est peut-être pas égalitaire, parce qu'il y a les chaînes nationales qui passent, voilà, qui diffusent des discours. Mais bon, je veux dire, ça peut se trouver aussi dans certains pays occidentaux, hein, ou quand, notamment en Italie, où voilà, bon, quand il y a le leader qui. En tout cas, je vous conseille fortement de venir voir mon prochain film, oui, qui sortira en Belgique dans 3 semaines, et qui est consacré à la guerre à l'Est. Et on verra si la situation est meilleure aujourd'hui qu'à l'époque. Non, mais ça, c'est une autre problématique, et je ne suis pas sûre que le dirigeant actuel soit forcément responsable de ce qui se passe depuis 20 ans. On a été, donc ma cousine et moi, voilà, directement touchés par ce qui se passe à l'Est, parce qu'on est originaire d'une région qui n'est pas loin, c'est le Kassai oriental. Et donc, on sait ce qui s'y passe concrètement, des membres de notre famille, etc. Donc, on sait que ce n'est pas forcément une situation qui est créée nécessairement par l'arrivée de Kabila fils, qui arrive au début du XXIe siècle. Voilà. Donc, c'est une problématique qui remonte. Donc voilà, tout ça pour dire que, pour finir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, on sent une différence. Après, les gens commencent quand même aussi à se lasser, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de problématiques de corruption à beaucoup d'étages, que même si le dirigeant actuel, admettons qu'il soit de bonne foi, ne pourrait pas régler les problèmes, les 30-35 ans de Mobutu. Et pour finir, les gens commencent quand même à s'agacer, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est là aussi. Donc, est-ce qu'on va vers un Mobutu bis? Les gens se posent la question. Ans. Voilà. Les gens se posent la question, parce qu'il va faire bientôt un moitié Mobutu, si effectivement, 3e mandat, il y aura. Absolument, voilà. Monsieur, vous voulez prendre la parole ici? Oui. Je suis zaïrois. Si je parle, je vis les images de votre film, bon, c'est bon. Mais si les gens maintenant, ils essayent d'adorer, enfin de se souvenir de Mobutu, c'est par une seule chose, c'est qu'il a fait quelque chose de bien en ce qui concerne le peuple, à savoir éviter des guerres tribales. Parce que si jamais il n'avait pas fait ces choses-là, on allait subir un génocide comme à la rwandaise. Donc, le seul bien que je peux dire... Un sentiment national, une fierté nationale, plus qu'un sentiment. Il a fait des mariages croisés, des langues qu'on parle. Il y avait pour préciser, par exemple, il nommait toujours un gouverneur d'une province qui venait d'une autre gouverneure. Donc, il a essayé de créer cette unité nationale. D'ailleurs, quand on entend ce qu'il dit dans ce dernier discours, l'intégrité du territoire, et qu'on entend ça aujourd'hui, où toujours l'Est est toujours balkanisé par des groupes rebelles venus de pays étrangers ou voisins. Donc cette intégrité, aujourd'hui, elle est très malmenée. Donc c'est vrai que Mobutu a garanti la paix et l'intégrité du territoire. Donc, et il y a une chose aussi, bon, en 14 ans de pouvoir, l'autre, il a ramassé beaucoup plus d'argent que Mobutu. Ça, c'est une comptabilité pas facile à faire. Ouais, bon. Ouais, non, mais pour ainsi dire, mais ma question, c'était de savoir, parce que dans le film, vous n'avez pas expliqué, est-ce que Mobutu, il était impliqué directement ou indirectement dans la mort de Lumumba? Directement.
Parce que Directement. j'ai croisé quelqu'un. Directement. Il m'a parlé de C'est lui qui ce a qui fait s'est arrêter passé. Lumumba, oui, directement. C'était pas des Américains, c'était des Marocains qui ont assassiné Lumumba. Non, c'est tout à fait... ça a été... Ceux qui ont exécuté Lumumba, c'était des soldats congolais dirigés par des officiers belges, militaires belges. Ceux qui ont découpé le corps de Lumumba pour le plonger dans l'acide, ils l'ont reconnu, hein. Donc ils ont même gardé le ceinturon et une dent. C'était des officiers belges. Voilà. Ça a été orchestré par les Américains et les Belges avec Mobutu. C'est Mobutu qui a dit j'envoie, Jésus envoie, c'était Satan, Jésus envoie Satan, et il voulait l'envoyer d'ailleurs chez les Kassaïens. En fait, Lumumba devait mourir dans les mains de l'empereur Kalonji, et l'histoire a fait qu'il est mort dans les mains de l'empereur, qui n'était pas empereur, du président Tshombe. Voilà. Donc voilà, c'est une collusion mais ça c'est un tout autre débat. Lumumba a très vite perdu le crédit auprès de plusieurs ethnies, évidemment l'ethnie de Mobutu de l'Équateur, des Kassaïens, puisqu'il y avait eu le massacre des enfants au Kasaï dans les hôpitaux, des Katangais et des gens du Bas-Congo, puisqu'il était en guerre politique avec le président Kazabou. Donc voilà, ça c'est tout un autre débat. Par contre, une chose sur laquelle je voulais revenir, peut-être pour terminer, parce qu'on a parlé justement, Mobutu était le garant de la paix et de l'unité. Et vous avez totalement raison, et c'est vrai qu'on oublie parfois de le dire. Comme d'ailleurs, pour prendre en Europe un exemple, Tito était le garant de la paix et de l'unité de la Yougoslavie. Et ça, c'est une question terrible, parce qu'on se dit c'est le dictateur qui a pu faire qu'un peuple vive en harmonie, et quand le dictateur est tombé, en Yougoslavie, ça a été les guerres entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques et les Kosovars après, etc. Et on n'en est pas encore sorti aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Donc l'histoire n'est pas aussi simple qu'on peut le croire, et c'est toujours difficile de voir quels sont les courants profonds qui font que parfois une révolution, c'est le lièvre et la tortue. Hein. C'est le lièvre et la tortue. Les Anglais font leur révolution, il n'y a pas la guillotine, il n'y a pas etc. Ils font une révolution lente qui accouche de démocratie parlementaire. Les Français font une révolution violente et rapide, et ça engendre la terreur et le bonapartisme. Donc c'est cette question, est-ce que les peuples peuvent accélérer l'histoire ou est-ce qu'ils ne vont pas en payer le prix? C'est une question complexe, mais sur laquelle je pense que les historiens doivent vraiment réfléchir. Madame voudrait poser une question. Alors, non, je voudrais, dans un premier temps, vous remercier de ce travail qui demande beaucoup de courage. Alors, et puis, je pense que ce genre de travail, vous devrez le faire dans tout le pays africain et le faire diffuser, pas dans une petite salle comme ça, vraiment dans une grande salle, pour qu'il y ait aussi beaucoup d'Africains qui, voyant ça, prendront un peu conscience. Je vous rassure, on a présenté le film dans 11 pays africains. Je prends un exemple au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, les salles, c'était des salles il y avait encore des grandes salles de cinéma, c'était des salles de 1000 personnes qui étaient là pour voir le film. À Ouagadougou, on a dû faire une projection au stade. On a dû monter un écran dans le stade. Il y avait sûrement 3-4 000 personnes. Donc ça a été extrêmement vu en Afrique. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'amis africains, vous prenez un taxi, vous dites Mobutu roi dessus. Pas des jeunes, hein, parce qu'il faut quand même que les gens aient vu le film il y a 15 ans. Donc il faut qu'ils aient au moins 35 ans aujourd'hui. Mais vous prenez un taxi avec des Africains de 40 ans, vous dites Mobutu roi du Zaïre. Je pense que 80% des gens diront oui, je connais ce film. Je me demande toujours si, en voyant ça, et le régime change. Depuis 10 ans que l'autre est venu, mais quel est le changement? L'histoire est toujours à recommencer. Et je pense que ces gens-là sont un peu dirigés par l'extérieur. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire ça. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire ça. Pourtant, c'est au peuple finalement. C'est toujours la même mise sur l'Afrique. Oui, mais regardez ce qu'il y a eu. Regardez le Burkina Faso. On ne va pas relancer le débat, mais regardez le Burkina Faso. Un peuple est descendu dans la rue en 48 heures. Ils ont chassé. Il était lâché. Il était lâché, c'est vrai. Enfin, il était lâché. Je comprends, j'ai fait un peu ça. Mais
je pense que pour que l'Afrique s'en sorte, pour que l'Afrique vraiment s'en sorte, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui prennent vraiment la charge de leur pays. Il y aurait toujours des étrangers qui viendront, mais il faut qu'ils demandent la Il ne faut pas dire qu'il y aura toujours les étrangers. Vous savez, les Vietnamiens, ils se sont débarrassés de la tutelle des étrangers. Hein. Donc, ça prouve que des peuples peuvent se débarrasser d'une tutelle étrangère. Oui, ça, c'est sûr. Bon. Moi, j'ai toujours cette image des Vietnamiens qui ont payé quel prix pour... bon. Quand je parle des étrangers, ce n'est pas que dire qu'il faut les écarter, non. Il faut qu'ils travaillent avec eux, mais qu'ils soient aussi. Mais aujourd'hui, vous savez, les multinationales en Afrique, elles sont aussi. C'est tout. Elles sont aussi asiatiques. Elles sont aussi indiennes. Elles sont aussi chinoises. Ouais. Voilà. Donc ce n'est plus une question de couleur de peau, je pense. C'est une question, évidemment, à ce moment-là, économique et sociale. Voilà. Je pense qu'on termine là, puisqu'on doit libérer la salle. On doit libérer la salle, madame. Mais on peut continuer à parler dans le hall. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde.